Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Moscou passe donc à la vitesse supérieure du côté du Mali. Jeudi, Bamako a reçu un important matériel des mains des instructeurs russes. C'est donc via un Antonov AN-124-100 de l'armée de l'air russe. On rappelle que c'est un avion capable de transporter plus de 100 tonnes de matériel. Donc la livraison a été effectuée à son bord des hélicoptères de transport et d'attaque. L'appareil transporteur aussi des armes et des munitions offertes par Moscou. Le tout est destiné aux militaires maliens en guerre contre le terrorisme depuis plusieurs années déjà. On rappelle que depuis son arrivée à la tête du Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, n'est pas en odeur de sainteté avec l'Élysée. La raison, le rapprochement surtout militaire avec le Kremlin. On en parle tout à l'heure avec nos invités. Et puis on ira du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là-bas, on ne parvient pas à s'accorder pour une déclaration commune sur la Corée du Nord. Selon des sources diplomatiques, la Russie et la Chine se sont bien sûr opposées à une déclaration commune appelant à appliquer pleinement des sanctions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a donc pas réussi à parler d'une seule voix sur la question portant sur le président nord-coréen Pyongyang. Une réunion d'urgence a été convoquée, on le rappelle, vendredi dernier, vendredi 1er octobre, après un tir de missile hypersonique de la Corée du Nord. Et puis ce dimanche, il y a seulement quelques heures, le dirigeant nord-coréen a réagi. Il a accusé les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de jouer avec, je cite, une bombe à retardement. Pour en parler dans le cadre de cette autre édition, Michael Garmondy-Egorov, on rappelle que vous êtes analyste à l'agence Observateur Continental, vous êtes avec nous. Luc Michel également est avec nous dans le cadre de cette autre édition. Vous êtes géopoliticien. Merci à vous et bonjour. Gamal Abina, spécialiste du Maghreb. Merci d'être là. Et enfin, Fabrice Bior, consultant international Afrique Média depuis la Russie. Merci à vous, cher monsieur. On rappelle également que dans le cadre de la seconde partie de cette édition, nous allons bien sûr avec vous analyser quelques actualités. Tout simplement, très rapidement, on rappelle qu'on parlera d'abord de Taïwan qui accuse donc la Chine de faire monter la pression avec les incursions records d'avions militaires. Ce sera une analyse de Luc Michel. Et en second point, Emmanuel Macron, le président français, qualifie de honte les accusations du Premier ministre malien à l'ONU. Une analyse qui sera faite donc par Fabrice Bior. Sarkozy Nicolas, condamné à 1 an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne. Gamal Abina fera donc un commentaire là-dessus. Et enfin, on essaiera de comprendre l'acharnement des Occidentaux contre les instructeurs russes. Cette fois-ci, du côté de Bangui, c'est en République centrafricaine. Ce sera une analyse de Michael Garmondy-Egorov. Eh bien, sans plus tarder, on aborde la première thématique, du moins la première question de cette édition. On parle de ce matériel qui a été réceptionné du côté de Mali, matériel russe. On analyse bien sûr cette actualité. Je vais commencer par vous, Fabrice Bior. Malgré donc les avertissements de Paris, les menaces, Bamako avance tout de même avec la Russie, on le remarque. Alors, la France a-t-elle perdu finalement son autorité du côté de Mali? Tout d'abord, bonjour et bonjour à Afrique Média, à tous les spectateurs. Et pour répondre à votre question sur le Mali, effectivement, je ne l'ai pas entendu intégralement. Vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? Oui, on parle bien sûr de ce matériel qui a été réceptionné du côté du Mali, le matériel russe. On rappelle, vous le savez, on en a parlé justement, ces menaces ou alors ces avertissements de Paris contre ce lien ou alors ce partenariat qui pourrait exister entre la Russie et Bamako. Tout de même, Bamako avance à grands pas avec le Kremlin. Est-ce à dire que la France perd finalement son pouvoir ou son autorité au Mali? Oui, c'est assez, je dirais, symptomatique
de la situation de la France en Afrique. Ça a commencé bien évidemment depuis très longtemps, et en particulier avec la Centrafrique, où les relations entre le président et la Russie a démontré aujourd'hui l'efficacité des accords de sécurité lorsque ceux-ci sont appliqués de manière transparente et efficace. On a bien vu le résultat qui a donné aujourd'hui le contrôle essentiel, bien qu'il reste encore quelques poches, mais c'est résiduel, et qui a permis à l'État centrafricain de retrouver la souveraineté et donc maintenant d'engager la pacification du pays, qui est la base pour après son développement économique. Et ça a servi de modèle évidemment pour d'autres pays qui font face aux mêmes problématiques, à savoir au terrorisme et au séparatisme dans le cas précis pour le Mali. La réaction de la France évidemment est épidermique du seul fait qu'ils sont en train de se faire mettre dehors, coup de pied aux fesses donc de la Centrafrique, et ils commencent à voir évidemment les dominos tomber un à un, et ils en ont peur parce que pour Paris, c'est sa chasse gardée. Paris n'a pas changé. Si Paris voulait conserver des bonnes relations et une influence dans cette région, eût-il fallu qu'il change de logiciel par rapport à l'Afrique de papa. Aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui est différente, les élites d'aujourd'hui sont différentes, et les alternatives géopolitiques aujourd'hui possibles sont différentes et présentes, et en particulier l'alternative d'alliance de sécuritaire et géopolitique plus globalement avec la Russie a démontré que c'était un partenaire efficace. Ce pourquoi le nouveau président a tenu ferme sur son engagement premier, qui était évidemment de trouver un autre partenaire pour lutter contre le terrorisme, puisque jusqu'à présent, la France au Mali se comportait comme l'État à la place de l'État malien, en négociant avec les séparatistes du Nord et même certains groupes islamistes du Nord. Grosso modo, c'était presque à la place de l'État malien de valider la division du pays, en rappelant que ça fait des années que les soldats français sont présents sur le terrain. Ils seraient utilisés d'ailleurs mieux ailleurs. La France aujourd'hui, cette France-Afrique, fait mourir des soldats français pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, mais ceux de certaines parties de l'oligarchie française. Et nous avons aujourd'hui cette situation où vous avez des gens, c'est à l'image de la France qui a toujours été assez prétentieuse, de ces élites assez prétentieuses, mais qui aujourd'hui n'ont pas compris que l'Afrique a changé, que la France-Afrique c'est terminé, et ils doivent en prendre compte, surtout depuis que la France a produit cette situation, puisque cette situation, ça vient également les islamistes étaient toujours présents, mais très minoritaires. À un moment, ils ont commencé à devenir massifs avec des armes. Mais d'où viennent ces armes? Ces armes viennent de la chute de la Jamiaria. Et qui est responsable de la chute de la Jamiaria, si ce n'est Londres et Paris? Donc nous avons une situation aujourd'hui où l'envoi d'un premier de la Russie pour aider l'armée malienne dans son combat contre les djihadistes est un premier pas, et un pas qui démontre que le Mali, les nouvelles autorités maliennes sont bien déterminées à détruire définitivement ou amoindrir au maximum les nuisances donc des groupes islamistes. Et pour cela, on a besoin effectivement de soutien aérien, et les hélicoptères sont la première pierre d'un accord sécuritaire qui, je le pense, effectivement aboutira à la même situation qu'en Centrafrique, c'est-à-dire le retour de l'autorité de l'État malien sur tout son territoire, et permettant à ce moment-là de reprendre des décisions souveraines. La France s'énerve, les représentants du gouvernement français s'énervent parce qu'ils savent très bien que après le Mali, c'est le Niger, et le Niger, c'est l'uranium, et nous avons bien ici le cœur du problème français en Afrique, qui pourra être résolu si tant est qu'ils puissent considérer les pays africains comme des partenaires à égalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec cette caste au pouvoir qui fonctionne toujours encore sur un logiciel qui date un peu trop et qu'il faut aujourd'hui mettre au placard. Mais ce ne sera pas le cas avec cette élite. Mais généralement, on va dire que ces élites françaises ne reconnaissent pas les problèmes. On a bien vu avec les sous-marins australiens, donc là, ils ne reconnaissent pas les problèmes.
ils peuvent s'exciter, mais ça ne changera pas le cours de l'histoire, et en particulier que les pays africains et que les présidents et les élites panafricanistes ont bien compris que c'est avec la Russie qu'ils peuvent retrouver leur souveraineté, et c'est l'essentiel aujourd'hui dans les rapports mondiaux. Les rapports entre États souverains, c'est ce qui permet de garantir des accords et de régler les différents problèmes que amènent et que produisent en général les puissances étrangères qui s'ingèrent dans les affaires intérieures des États. Merci pour ce premier jet, Fabrice Beyor. Michael Ergaroff, on poursuit avec vous. On rappelle que justement Paris avait décidé, du moins Paris a décidé de réduire son effectif de ce côté-là. Alors est-ce qu'avec cette livraison d'armes, même si on précise que le ministre malien de la Défense a rappelé que du moins ce matériel a été commandé depuis décembre 2020, donc peut-être rien à voir avec le conflit qui oppose aujourd'hui, on va dire, le Mali, la France et bien sûr aussi la Russie. Mais alors, est-ce que cette livraison pourrait encore un peu plus affecter ou alors fragiliser les relations qui lient la France et le Mali? Oui, je pense que ces relations sont déjà extrêmement fragilisées. Je pense que M. Beyor a bien résumé la situation. Il a bien fait le tour de toute la situation qui entoure pas seulement le dossier malien, mais plus généralement le dossier sahélien et plus généralement le dossier africain. Je pense que ça, c'est quelque chose de très clair. Maintenant, en ce qui concerne plus particulièrement cette livraison, il est vrai que l'accord a été signé en décembre dernier. Mais il faut bien dire que lorsque ce genre de signature se passe, vous savez bien que la réalisation de ce type de contrat, ça peut prendre un certain nombre de temps, parce que ça ne se passe pas généralement du jour au lendemain. Surtout lorsqu'il s'agit quand même d'équipements de pointe, d'autant plus des hélicoptères. C'est pas quelque chose qui se fait en l'espace de quelques jours, de quelques semaines. Donc, et comme l'a bien dit le ministre de la Défense malien, la livraison s'est faite de façon très opérationnelle, ce qui confirme encore une fois de plus la fiabilité du partenariat russe. Monsieur le chef de la défense malienne a également tenu à rappeler qu'avec la Russie, c'est un partenariat de longue date et qui s'est toujours fait dans un cadre gagnant-gagnant. Je pense que c'est aussi des paroles très fortes et qui d'ailleurs confirment la pensée générale qui aujourd'hui existe au sein des citoyens maliens. Mais je pense aussi que, pour répondre à votre question, bien sûr, ça traduit également la motivation, la détermination de la Russie. C'est-à-dire que les médias français, on l'a bien vu, beaucoup d'entre eux ont titré que la Russie livre ses hélicoptères à un moment où les relations franco-maliennes sont au plus bas. Mais je ne crois pas que ça démontre que la Russie voulait mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais ce que la Russie effectivement démontre par cette action, c'est que la Russie est déterminée à développer ses relations avec l'État malien sur une base sincère, sur une base respectueuse de la souveraineté malienne, parce qu'il faut quand même bien le rappeler que dans les relations entre la Russie et le Mali, il s'agit de deux États souverains, membres de l'ONU, et aucun de ces États, ni la Russie, ni le Mali, n'ont besoin de demander d'autorisation à quiconque en ce qui concerne le développement de leurs relations bilatérales. Donc je pense qu'au vu des actions qu'on est en train d'entrevoir, je pense que la Russie est intégralement prête à aller de l'avant. Du moment que cela est voulu et souhaité par la partie malienne, je pense que ce sera effectivement inarrêtable. Et malgré toutes les critiques et toutes les attaques verbales qu'on est en train d'observer, pas seulement de l'establishment hexagonal, mais également de la part de certains dirigeants africains, certains les appellent les préfets, on peut penser au Niger, on peut penser à la Côte d'Ivoire, en tout cas c'est comme ça que beaucoup d'Africains les appellent. On voit bien qu'aujourd'hui la France-Afrique est effectivement dans une situation de peur majeure, pas seulement dans le cadre de la défaite géopolitique qui se profile au Mali, mais aussi dans le cadre de la poursuite de l'effet domino qui effectivement a commencé de façon globale. Bon, je pense que ça a commencé aussi avec d'autres dossiers, mais la Centrafrique était vraiment un dossier très important qui a permis à cette nouvelle situation géopolitique en Afrique de prendre forme. L'effet domino se poursuit au Mali, et effectivement, comme l'a bien dit tout à l'heure M. Beyor, très certainement cela va se poursuivre à d'autres endroits de ce qu'on appelle le soi-disant précaré français. Donc effectivement, je pense que ce processus est inarrêtable, il va se poursuivre, et c'est ce qui fait particulièrement peur aussi bien à l'establishment hexagonal qu'aux représentants qui font la sous-traitance pour les intérêts du peuple.
également pour ce commentaire. Alors, Luc Michel, je poursuis avec vous en parcourant justement quelques analyses en ce qui concerne l'actualité du côté du Mali. Les analystes relèvent quelques limites dans ce partenariat entre la Russie et le Mali. Ils parlent entre autres d'une méconnaissance russe du territoire malien, du moins du territoire africain, contrairement à la France, et estime que la Russie pourrait ne pas être aussi efficace que l'on pense, contrairement à la France qui est présente dans les pays africains depuis plusieurs années déjà et qui combat aux côtés des soldats, on va dire, oui, soldats africains. Écoutez, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un déluge de propagande française et occidentale qui a lieu. Que les Français, soi-disant, connaîtraient mieux le théâtre malien, il y a un livre fondamental qui a été publié en 2020. C'est une guerre perdue de la France au Sahel qui est due à l'expert français Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est pas Luc Michel ou Afrique Média. C'est un homme qui est le spécialiste français de la guerre du Sahel et qui est proche de Saint-Simon de Le Drian. Ce qu'il faut constater, moi je ne partage pas le point de vue selon lequel la livraison d'armes de la Russie interviendrait par hasard. La Russie mène en Afrique une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre multidimensionnelle, et dans cette guerre, elle a toujours un coup d'avance, c'est elle qui maîtrise le timing. Au même moment où Paris, Berlin, où il y a une réunion de l'OTAN à Stockholm, où il y a les États-Unis, le général Townsend qui est venu le 23 septembre à Bamako protester contre l'arrivée des Russes, ce n'est pas un hasard si ces hélicoptères arrivent. Deuxièmement, il faut constater quelque chose, c'est une erreur de ramener la question du Mali à un huis clos entre la France et la Russie. C'est en réalité une relation à trois qui oppose le bloc américano-occidental, c'est-à-dire les États-Unis et l'OTAN, la France comme second partenaire au Mali et à la Russie. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si 48 heures avant la livraison des hélicoptères au Mali, il y a eu la confirmation des accords militaires entre la Russie et le Nigeria pour la livraison des avions Sukhoi 34. Le Nigeria d'ailleurs démontre que pour la Russie, l'adversaire ce n'est pas uniquement Paris, mais les anglo-saxons, puisque Buhari, c'est le partenaire principal des anglo-saxons en Afrique, et c'était notamment au début 2019 l'invité vedette du sommet Afrique-Grande-Bretagne à Londres, qui s'était tenu à l'époque. Seconde chose qu'il faut constater, c'est que au moment où la propagande occidentale se déchaîne contre le soi-disant groupe Wagner, le groupe Wagner, je le répète, n'existe pas. C'est une construction médiatique de la propagande qui a été développée à partir de 2020 dans un livre édité par une fondation proche du Pentagone et de George Soros qui s'appelle la Free Russia Foundation. Le livre, il s'appelle de Compagnie UKIP, il est consacré à Eugénie Prigozhin, à Afrique Média et à moi-même, et il développe ce fantôme du groupe Wagner. En réalité, comme le ministre Lavrov l'a rappelé il y a quelques jours dans une conférence de presse à New York, les négociations entre le Mali, elles ont lieu avec une des 11 firmes de sécurité russes, qui n'est pas le groupe Wagner. En Centrafrique, par exemple, c'est un groupe qui s'appelle Sewa Security, qui encadre les FACA et qui assure la sécurité privée de Touadéra. Sur ce sujet, il faut constater, il faut bien regarder les vidéos et les photos de la livraison des hélicoptères russes à Bangui. Ce n'est pas une livraison qui est due à des entremetteurs privés non étatiques ou à des firmes de sécurité, mais c'est directement l'État russe et l'aviation russe. L'Antonov qui a livré le matériel, il appartient à la flotte de guerre russe. Et les officiers qui ont livré ce matériel, regardez bien, ils sont en uniforme des Spetsnaz, c'est-à-dire les forces spéciales du GRU, le service de renseignement militaire russe. Ils sont en uniforme officiel. C'est la preuve que le timing, il est maîtrisé par Moscou. C'est un mélange évidemment multidimensionnel de diplomatie,
de livraison d'armes par l'État russe, d'action des firmes privées russes, etc., et d'une campagne médiatique. La France, elle a un coup de retard. Elle mène une guerre étatique avec des firmes d'État françaises, avec la diplomatie française. Dans cette guerre, les Français comme les Américains et les Britanniques, ils ont une guerre de retard. Merci Luc Michel. Gamal Abina, on poursuit dans cette même lancée peut-être en essayant de rebondir peut-être sur l'analyse de Luc Michel en ce qui concerne le timing au regard de la livraison de ce matériel, parce qu'effectivement cela a fait les choux gras de la presse, surtout française. Alors est-ce que vous pensez que à ce niveau-là, justement, la Russie maîtrise justement, du moins, ce n'est pas hasardeux, ce don, du moins cette livraison, a été très bien calculée par rapport à l'actualité aujourd'hui qui se déroule du côté de Mali. Déjà pour commencer, effectivement, bonjour à Afrique Média et à tous les téléspectateurs. Donc oui, pour commencer, d'abord, il n'y a pas de hasard. Il faut savoir comment fonctionne l'état-major russe et comment fonctionnent les firmes russes qui livrent les armes. D'abord, c'est pas un don. Les hélicoptères ont été vendus. Il y a eu des dons d'armement, effectivement. On a donné des équipements pour que l'État puisse se défendre, puisque de toute façon, ils sont en rupture avec la France. C'est une rupture affichée, ce qui explique d'ailleurs la réaction quasiment épidermique des Français quand ils ont eu le coup d'État. Mais il n'en demeure pas moins que il y a, même s'il y a coup d'État, une certaine indépendance de la part de la population qui l'a accepté parce qu'ils ont bien compris que c'est une rupture avec les états-majors français. J'ai bien aimé d'ailleurs l'expression qui avait été utilisée tout à l'heure. On parlait à l'époque de caporaux français, maintenant effectivement on parle de gestionnaires à distance. Ce ne sont pas des chefs d'État indépendants. Donc effectivement les Russes ont déployé aujourd'hui sur l'Afrique, sur plusieurs théâtres d'opération. On l'a vu en Centrafrique et ça a porté ses fruits. On l'a vu au Sud-Soudan. On l'observe maintenant au Mali et on l'observe effectivement avec le Nigeria. Redéploiement stratégique, militaire, de garantie et de protection des États africains contre leurs adversaires occidentaux. Parce que Luc Michel a bien fait de le rappeler, même si les Occidentaux ne sont pas d'accord entre eux, ce ne sont pas des amis, ils se détestent cordialement. N'oublions jamais qu'ils ont passé leur temps à se faire des guerres. Il y a toujours des intérêts bien compris les concernant. Ils se répartissent le gâteau africain et il y a toujours des aides à droite et à gauche pour faire en sorte que les Africains ne soient pas indépendants. On l'a vu avec à l'époque les RDC, quand la CIA intervient avec le Congo belge et les Français pour détruire le territoire. Donc là, le Mali prend des risques et a décidé de choisir un allié stratégique qui soit un peu plus sérieux et solide, qui ne soit pas une ancienne puissance coloniale, qui ne soit pas dans une démarche de néocolonialisme, mais bien de relations gagnant-gagnant, et reçoit des hélicoptères de haute technologie de la part de la Russie. Ça n'est pas arrivé par hasard, c'est bien une stratégie qui est pensée par les Russes, c'est une stratégie de redéploiement parce qu'ils préparent le prochain sommet russo-africain, mais surtout, il ne faut pas le rappeler, les Russes ont parfaitement compris la méthode française qui consiste à téléguider des coups d'État avec des chefs d'État fragiles et peu sécurisés. Aujourd'hui, les Russes apportent la sécurité du dirigeant politique, apportent des conseillers militaires pour former les soldats qui n'ont pas été formés par les Français, rappelons-le. Et il faut se souvenir aussi d'une chose qui est très amusante. La France considère aujourd'hui que les Russes seraient une sorte de nouveaux colons qui viendraient marcher sur le précaré français. Le système Focard, c'est fini. Le néocolonialisme à la De Gaulle, c'est fini. Aujourd'hui, les Africains ont décidé de se prendre en main et c'est très bien. Et il se trouve qu'en plus, c'est salvateur. On en reparlera tout à l'heure de ce qui s'est passé en Centrafrique, mais à chaque fois que les Français sont intervenus, on observait à distance des massacres considérables de population, un développement de terrorisme, un développement de groupes séparatistes. Au Mali, quand les Français arrivent, il y a une volonté de séparatisme du Nord avec l'histoire des groupes, des Berbères du Nord. On a aussi des groupes armés qui arrivent d'Algérie avec le GSPC algérien, plus des armements qui viennent de Libye après la destruction, on l'a rappelé, de la Libye par la France, encore une fois, à l'initiative de Sarkozy, on en reparlera aussi tout à l'heure. Donc on a tous ces éléments qui font que systématiquement la région du Sahel, qui était une région très sécurisée avant la chute de Kadhafi, est devenue une véritable poudrière. Et l'arrivée des Russes, alors je ne sais pas si les Russes seront meilleurs, c'est pas difficile à deviner qu'ils seront meilleurs que les Français. Mais une chose est certaine, c'est qu'on peut avoir l'espoir de voir une stabilisation, vu ce qui s'est passé en Centrafrique, de la Russie dans la région. Et deuxième chose, ça fait rire d'entendre les Français dire que les Russes seraient peut-être moins bons connaisseurs du théâtre d'opération africain. Parce que si la connaissance du théâtre d'opération africain garantissait le résultat, l'échec total de la France à Iberkane au Mali
Je rappelle tout de même que c'est estimation, c'est la 4 ou 5e puissance militaire mondiale, a été incapable de réduire des groupes terroristes dans un désert. Cet échec total et patent démontre que la France, même si elle connaissait le cadre d'opération, est incapable d'apporter la paix civile. Donc je pense que les Russes, avec des méthodes beaucoup plus radicales, je le suppose, qui chercheront réellement à en finir avec ces groupes terroristes et ces groupes de déstabilisation, et qui vont garantir la souveraineté de l'État, auront sans doute de meilleurs résultats. Et ça commence déjà, et c'est là où c'est intéressant d'en répondre, par l'équipement militaire. Les Russes ne donnent pas de la ferraille. Ils donnent des hélicoptères de combat, qui sont d'ailleurs les meilleurs moyens pour pouvoir en finir avec des groupes dans le désert, des hélicoptères de combat de haute technologie. Les Russes équipent les pays africains avec des Sukhoi de dernier cri. Bref, on a le droit à la meilleure technologie. On se rend bien compte que les Russes équipent aussi certains pays africains de S-400 pour protéger leur territoire de bombardements étrangers. Je fais référence à la Libye, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains pays peuvent craindre d'être attaqués. Donc, effectivement, les Russes ont une stratégie qui est double, à la fois politique et économique. Politique, garantir la sécurité dans la région en aidant de façon active avec des conseils militaires et en formant l'armée des pays qui sont inquiétés par des groupes séparatistes ou terroristes. Et de l'autre côté, équiper ces pays pour pouvoir se défendre éventuellement d'un retour de l'ancienne puissance coloniale. Et pour finir, ils vont avoir un rapport de développement, de co-développement entre l'Afrique et la Russie qui va certainement se développer avec le soutien de la Chine. Donc, je ne suis pas inquiet pour ce qui se passe dans la région, mais je me rends bien compte qu'effectivement, la France grince des dents parce que elle est toujours dans une perspective néocoloniale de se dire que l'Afrique de l'Ouest ou centrale lui appartient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et c'est une très bonne chose à mon sens. Juste peut-être en 30 secondes, peut-être une petite précision en ce qui concerne justement ce timing. On rappelle quand même que Assimi Goïta devient président du moins de la transition il y a quelques mois seulement, je pense au mois de mai. Si je ne me trompe pas, vous allez me corriger. Alors, si ce contrat cet accord entre le Mali et la Russie a été bien sûr signé, on va dire, en décembre 2020. Alors, on suppose que c'était avec l'ancienne autorité. Alors, comment expliquer justement cette maîtrise du timing du côté de Mali, alors qu'il y a eu ce coup d'État qui a amené Assimi Goïta à la tête du pays? Alors bon, encore une fois, c'est déclaratif. Évidemment, je crois que les Russes ont accéléré la livraison du matériel, ça c'est une certitude. Parce que quand on commande en règle générale en Russie, il faut le temps de la fabrication, il faut le temps des accords qui soient définitivement validés, il faut l'autorisation de l'État russe. Donc, il faut un temps. Je vous parle d'exemples très concrets que je connais très bien, l'Algérie. L'Algérie, par exemple, lorsqu'elle commande, par exemple, des avions ou des hélicoptères de combat ou des sous-marins, c'est une négociation qui prend entre 3 et 6 ans à peu près, au bas mot, avant qu'on puisse être livré. Là, si l'État malien dit la vérité, il peut mentir, il n'y a pas de problème, tout est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour répondre à la France, il peut dire que ça a été signé avant l'arrivée du nouveau dirigeant. C'est vrai qu'il peut le faire. Ça peut être un mensonge aussi parce qu'effectivement, les Russes vont très vite dans la région. Donc j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre de mentir si c'est le cas. Mais si ça avait été fait par les dirigeants précédents, à la limite, c'est même pas étonnant. Parce que la diversification des fournisseurs en armement, elle n'est pas d'hier en Afrique. Ça se multiplie. On se rend bien compte que les armes vendues par les Occidentaux sont beaucoup plus chères et sans doute moins performantes, parce qu'ils font exprès de vendre des armes de moins bonne qualité, alors que les Russes et les Chinois vendent des armements quand même dernier cri, et pour lesquels ils garantissent une certaine maintenance. Donc je crois que même si ça avait été signé du temps du prédécesseur, donc d'avant le coup d'État et d'avant les élections, je crois que de toute façon ça ne rentre pas en considération. Le timing de la livraison d'armes a été accéléré quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que moins d'un an pour livrer 4 hélicoptères de combat, j'ai du mal à y croire. Donc je pense que les Russes ont beau jeu de dire que ça avait été fait avant et que c'était pas planifié, mais en vérité, politiquement, c'est un coup très fort. Vous apportez 4 hélicoptères pour dire à la France, c'est bon, on s'occupe de la sécurisation du territoire avec l'armée qui sera formée, ça n'est pas un hasard. Donc j'imagine, je suppose, qu'effectivement, ce calendrier est bien précisément réfléchi par les Russes. Enfin, le tour justement pour ressortir aussi de cette thématique. Michael Garmondy, alors, en revenant justement sur ce calendrier qui pour certains n'est pas du tout hasardeux. Alors dans ce cas, est-ce que la Russie officiellement déclare la guerre déclare la guerre à Paris? Oui, ce n'est pas une question de déclarer la guerre au Paris ou pas, même si on peut effectivement le voir de cette façon. La Russie répond favorablement à une demande qui émane d'un État souverain, en l'occurrence le Mali. Alors, effectivement, compte tenu du fait que l'establishment français
au même titre que les représentants des autres régimes occidentaux aujourd'hui peuvent être considérés comme des adversaires de la Russie, c'est tout à fait évident, puisque la Russie est nommée en tant qu'adversaire. Donc, bien sûr, on peut effectivement voir dans cette situation et dans cette stratégie, si vous voulez, une officialisation de la poursuite de l'affrontement qui existe aujourd'hui dans beaucoup de domaines, sur le plan sécuritaire et plus généralement sur le plan géopolitique, sur le continent africain, bien sûr, oui. Mais en tout cas, encore une fois, ça démontre une chose très différente, c'est que la Russie n'impose pas sa venue. C'est-à-dire qu'elle intervient au moment où il y a une demande officielle qui émane des autorités du pays concerné, et si effectivement cette demande est faite dans les bonnes conditions, la Russie répond par la favorable et intervient. Vous savez, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce que justement les Russes n'auront pas de difficultés sur le terrain, sachant que depuis toutes ces années, c'est les troupes françaises qui étaient au Sahel. Vous savez, la question justement, c'est de savoir si toutes ces années elles étaient au Sahel, où est le résultat? Où est le résultat? Et comment ça se fait-il que justement en République centrafricaine, où les Russes n'étaient pas présents depuis très longtemps, et au contraire, il y avait les troupes françaises qui n'ont rien pu faire pour régler la situation, et ils n'ont fait que empirer la situation sécuritaire, notamment lors des affrontements interethniques et interconfessionnels. Et la Russie, en l'espace de quelques années, a réussi à radicalement réformer le secteur militaro-sécuritaire centrafricain en formant les FACA, les forces armées centrafricaines, en améliorant considérablement et très largement leur capacité de défense. Et en l'espace de quelques mois à la suite, lorsque certains de ces groupes rebelles ont violé les accords de Khartoum, signés en 2019, en l'espace de quelques mois, ils ont été mis hors d'état de nuire et aujourd'hui, l'État centrafricain, effectivement, contrôle pratiquement tout le territoire national. Comment expliquer cela? Donc effectivement, ce n'est pas, je pense, une question de connaissance du terrain, parce que la connaissance du terrain, surtout dans les conditions modernes, d'autant plus que le Mali est effectivement, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas un pays montagneux, c'est-à-dire que, pour être honnête, contrôler la situation sécuritaire au niveau du Sahel, ne serait-ce qu'au niveau du territoire malien, c'est avec de la bonne volonté et de la bonne foi, c'est un travail de quelques mois tout au plus, soyons honnêtes. Bon, après, bien sûr, il peut y rester des zones à risque, ça c'est tout à fait évident. Et ce chaos, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure, il n'est pas sorti de nulle part, c'est une des conséquences directes de la destruction de la Libye de Muammar Kadhafi, avec tout ce que cela impliquait pour tous les pays qui composent la région du Sahel. Mais le fait est que cette situation sécuritaire, il ne faut pas 8 ans pour l'avoir réglée, c'est une question avec de la bonne volonté et de la bonne foi, de quelques mois, de 6 mois tout au plus. D'accord? C'est quelque chose de tout à fait honnête. D'ailleurs, même les experts militaires français disent ouvertement qu'effectivement, le territoire du Sahel, ce n'est pas l'Afghanistan, c'est une zone qui est facilement contrôlable. Alors, où est le résultat? Donc, vous savez, je pense qu'effectivement, au-delà de la guerre et de l'affrontement géopolitique qui existe aujourd'hui entre la Russie et ses adversaires occidentaux, parce que c'est une réalité effectivement avec laquelle il faut compter, et plus généralement entre les nostalgiques de l'ordre unipolaire et les partisans assumés de l'ordre multipolaire qui est devenu une réalité, parmi lesquels il y a indéniablement la Russie et la Chine, entre autres, il y a aussi cette question de sincérité, de transparence et de bonne foi qu'il faut prendre en compte, parce que si en Centrafrique, la Russie, en l'espace d'un temps très réduit, a pu régler cardinalement, de façon radicale, la situation, je ne vois pas de raison pourquoi au Mali ce ne sera pas le cas, du moment d'autant plus que la présence russe au Mali ne serait pas une présence d'occupation ou dans un cadre néocolonial, mais sur la base légale, sur la base d'une invitation d'un État souverain qu'est la République du Mali. Merci à vous, Mike Garmondi. Fabrice Beyor, on poursuit peut-être avec une autre, on va dire, une autre observation ou encore limite relevée par certains analystes qui pensent que du côté de Mali, on se focalise sur l'aspect militaire qui n'est pas le seul problème. Donc, c'est ce qui amène donc une limite à cette coopération avec la Russie. On nous dit que le problème malien, au-delà du sécuritaire, est aussi socio-économique. Alors, une rupture totale avec la France pourrait également entraîner la rupture des programmes d'aide, pourquoi pas de l'Union européenne, ce que la Russie ne garantit pas. Alors, garantir la sécurité, ne pas résoudre les problèmes socio-économiques, ce ne serait pas une solution concrète pour le Mali. Votre avis? Déjà, ça veut dire qu'on est dans une situation de chantage. Ce n'est pas une situation qui amène, bien évidemment, à des rapports honnêtes, allons le dire, entre États souverains. Le deuxième élément, c'est assez
c'est assez amusant. Pour avoir un développement économique et social, faut-il encore avoir la paix dans le pays? Si vous êtes dans une situation d'insécurité, si vous êtes dans une situation d'instabilité, vous ne pouvez pas vous projeter dans le futur. Donc, pour développer économiquement un pays et avoir un développement social, et donc éviter une certaine dépopulation, une certaine migration, puisqu'il faut le dire, jusqu'à présent, les Maliens allaient chercher en France de quoi faire subvenir à leur famille. C'est un élément important à prendre en compte. Donc, mais est-ce que jusqu'à présent, l'aide de l'Union européenne a-t-il permis de développer économiquement et socialement le Mali? Je pense que la réponse est non. Donc, je ne vois pas en quoi cela pourrait être pire. Et je ne vois pas en quoi, effectivement, d'ailleurs, la Russie n'a pas cette prétention de remplacer l'ex-colonisateur français. La Russie vient, par rapport à une demande qui lui a été effectuée sécuritaire, elle a démontré déjà, entre autres, en Centrafrique, l'efficacité de tels accords. Après, d'autres accords, évidemment, peuvent être faits, puisqu'en Centrafrique, ce n'est pas que des accords sécuritaires, il y a aussi des accords économiques qui sont présents. Et quand un pays peut retrouver on va dire, des coudes, de l'espace, de la respiration par rapport à ses rapports unilatéraux avec l'ancien colonisateur qui impose ces sociétés pour exploiter certainement avec des grands avantages fiscaux les ressources du pays. Je pense que lorsque vous avez un partenaire alternatif, vous pouvez mieux négocier. Ça s'appelle la concurrence. Et il me surprend de voir l'Union européenne et son marché libre et non faussé s'offusquer de voir également dans les rapports entre les États et les accords économiques la concurrence à s'installer. Évidemment, ma réponse est ironique et je terminerai sur une question que j'ai indiquée, une question qui est rhétorique, qui ne demande pas de réponse puisque je vais la donner. En quoi les aides économiques européennes aident-ils les pays africains à se développer économiquement lorsque l'instabilité est présente malgré la présence des troupes militaires étrangères? Grande question dont je pense les Africains ont déjà trouvé la réponse, ce pourquoi ils se tournent aujourd'hui, entre autres pour le domaine sécuritaire, vers la Russie. Merci Fabrice Beyor. Effectivement, et justement, on rebondit avec vous, Gamal Abina, sur cet aspect économique, en rappelant que la France, en parlant justement de la monnaie franc CFA, c'est la France qui gère, vous le savez, cette monnaie-là, on va dire de 14 pays africains, donc qui tient encore quand même une certaine marge de manœuvre sur les pays africains, malgré cet accord, du moins cette arrivée de la Russie sur le territoire africain. La France garde quand même la main, surtout sur ce point assez sensible et très important pour ces États africains-là. Alors, je vais simplement poser la question, que peut la France face à la Russie? Alors déjà, une chose très importante, hein, je vais commencer un petit peu à être beaucoup plus radical et catégorique. Pour commencer, un pays, un vrai pays, je ne parle pas des pays fabriqués par le colon en 1960 où ils ont filé le pouvoir à leurs petits caporaux dans le but de piller les richesses du pays et de laisser les populations indigènes du nord au sud dans la misère. Un vrai pays qui se constitue a forcément une défense indépendante et forte. Si un pays n'est pas capable de défendre son territoire avec une armée solide et bien entraînée, ça n'est pas un pays souverain. Ensuite, un vrai pays, et on va parler maintenant du franc CFA, la zone franc CFA n'existe pas en Afrique du Nord parce que l'Afrique du Nord a bénéficié d'une chance. Ils ont pu battre leur propre monnaie. C'est-à-dire que bon, même si c'est des monnaies qui ne valent pas grand-chose aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que ce sont des monnaies nationales. Dans l'Afrique, dans l'AOF et l'Afrique centrale, l'AEF, les Français, pour bien contrôler la région et pour garder ces pays sous leur coude et dans une dépendance économique qui les réduirait totalement, ont décidé de faire leur propre monnaie, le fameux franc CFA, qu'ils ont soi-disant modifié récemment, mais enfin ça reste le franc CFA. Et donc, lorsque vous ne maîtrisez pas la valeur de votre monnaie, vous ne maîtrisez donc pas la valeur de votre économie. Vous ne savez pas à quel prix vous pouvez vendre des produits, vous ne pouvez pas acheter à l'extérieur, ça vous coûte trop cher parce que le franc CFA ne vaut rien. Rappelons que 1500 € équivalent à 1 million de francs CFA, ce qui est catastrophique en termes de change. Donc les pays restent pauvres parce que leur monnaie est pauvre.
Leur monnaie est pauvre parce que c'est Paris qui dit la valeur de la monnaie et que ces pays n'ont aucune marge de manœuvre. Donc, les Russes, s'ils viennent là-bas, déjà, dans un premier temps, c'est pour sécuriser le territoire et c'est la priorité absolue. Lorsque vous avez un territoire, vous devez le sécuriser pour le développer. On ne peut pas développer l'économie souveraine si on a un territoire qui est morcelé ou s'il y a des actes de séparatisme, de terrorisme et de guerre. Ensuite, deuxième chose, la seconde étape qui sera essentielle aux Africains s'ils veulent se libérer, je parle des Africains de l'ex-pouvoir colonial français, parce qu'il n'y a que, d'ailleurs, dans ces zones-là qu'on a le franc CFA. Les pays anciennement colonisés par les Anglais n'ont pas ce problème-là. Donc, si ces pays veulent devenir réellement indépendants, il faut qu'ils mettent définitivement dehors le contrôle par l'État français de la monnaie. On ne peut pas accepter que les pays africains soient sous contrôle de ceux qui font la monnaie en France. C'est-à-dire que le franc CFA est battu en France et les Africains n'ont pas leur mot à dire. Donc non, et puis pour rappeler ce qui a été dit par M. Véard, effectivement, depuis quand, ça fait 60 ans que ça dure, on va nous faire croire que les aides de l'Europe ont pu développer l'Afrique. Les aides de l'Europe n'ont garanti qu'une seule chose, c'est que quelques potentats locaux, quelques corrompus ont investi, entre guillemets, de l'argent dans des mines d'exploitation, dans l'exploitation minière essentiellement, dans le but d'exporter les produits pas chers à des pays occidentaux et à la France en particulier, et dans le but de garantir l'énergie pour les Français. Voilà la réalité. Donc il n'y a pas de développement avec l'Europe, il n'y a pas de co-développement, et le franc CFA est une des armes de guerre utilisées par la France pour garder sous contrôle l'Afrique. Donc je vous réponds clairement, le jour où le franc CFA sera enfin liquidé d'Afrique, et qu'ils n'auront pas cette fausse monnaie commune, mais une vraie monnaie individuelle pour chaque pays, à ce moment-là, il y aura une potentialité de développement réelle et sérieuse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Thématique avec vous. Vous avez fait cette différence-là. Vous nous dites que le groupe Wagner n'existe pas. Et contrairement du moins à ce que beaucoup affirmaient, et on rappelle, d'ailleurs, vous l'avez dit un peu plus haut, que le gouvernement malien qu'il a précisé qu'il s'agit bien sûr d'un accord avec les autorités russes. Alors, est-ce que malgré cela, Luc Michel, on sait que Paris s'attaque précisément au groupe Wagner. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le groupe Wagner, lorsque Paris s'attaque à Wagner, est-ce qu'il s'attaque à Moscou? Quelles sont les relations qui lient aujourd'hui Paris à Moscou? Écoutez, je dois vous expliquer encore une fois ce qu'est la guerre hybride, mais avant, je voudrais apporter 3 correctifs avec ce que je viens d'entendre. Tout d'abord, les accords entre la Russie et le Mali, ils ne datent pas de 2020 ou 2021, ils datent de 2019. Ils ont été établis sous le règne de l'ancien président Ibeka. C'est précisément parce qu'Ibeka a saboté pour le compte de la France ces accords qu'il y a eu les manifestations pro-russes qui ont contribué à son renversement. Il y a le premier coup d'État qui se fait et 2 agents pro-français qui sont Mokhtar Ouane et le président Badao, ils s'emparent du pouvoir et ils continuent à saboter ces accords. Ils sont renversés par le colonel Assami Goïta lorsqu'il apparaît que le dossier en violation des accords du secret défense qui liait Mokhtar Ouane et Badao, le dossier a été livré à Paris qui sabote ce programme. C'est comme cela qu'Assimi Goïta arrive au pouvoir. Donc c'est pas du tout un hasard si ces hélicoptères sont livrés aujourd'hui, au moment justement de ce timing qui oppose Moscou à Paris. La seconde chose qu'il faut comprendre évidemment, c'est que la Russie n'arrive pas uniquement avec des accords militaires. Ça, c'est ce que les Occidentaux font comprendre. La Russie a créé une agence russe de développement pour l'Afrique qui arrive avec des projets autofinancés. Le sommet Russie-Afrique d'octobre 2019, c'est avant tout un sommet économique. Et je vais prendre l'exemple du secteur de l'énergie. Le grand concurrent des Américains de General Electric et des Français d'Areva, c'est le groupe russe, la régie d'État russe Rosatom, qui est une ancienne régie d'État soviétique. Elle a créé un projet de développement de l'énergie en Afrique avec notamment des mini-centrales électriques et des mini-centrales nucléaires adaptées au développement africain. Et par exemple, c'est Rosatom qui a un véritable empire de l'énergie dans 12 pays africains. C'est Rosatom aujourd'hui qui a fait des accords avec la Russie
entre la Russie et le Tchad, dans la foulée du sommet économique qui avait été établi à Djamena en juillet 2019, le sommet économique Russie-Tchad, c'est la Russie qui actuellement électrifie le Tchad. Troisième chose qu'il faut dire évidemment, c'est que derrière tout cela, évidemment, il y a une campagne multidimensionnelle et ça nous conduit justement à ne pas uniquement opposer la France avec la Russie. Lorsqu'on se focalise sur le franc CFA, on fait une erreur. C'est une erreur de croire que la France-Afrique vaut mieux que le Commonwealth. La France-Afrique, elle repose sur le franc CFA, mais le Commonwealth, il repose sur la domination des économies du Commonwealth par la City de Londres. Le Nigeria, qui est la grande puissance économique africaine, elle est entièrement sous la domination des banques de la City. Lorsqu'il y a eu le sommet alternatif dans la foulée du Brexit économique qui s'est fait à Londres entre la Grande-Bretagne et les pays africains du Commonwealth, la vedette c'était Bouhari. Ce sommet économique montrait que Bouhari, c'était l'agent économique de la City face justement au projet de la France et de la France-Afrique 2.0 dans la CEDEAO. Donc il ne faut pas dire que la France-Afrique s'opposerait, soi-disant, aux autres projets économiques européens, notamment ceux de la Grande-Bretagne en Afrique. C'est la même chose. L'Afrique doit rompre avec la France-Afrique, avec le Commonwealth, avec l'Africom, avec l'OTAN. C'est une libération globale auquel, justement, la Russie, l'Iran et la Chine opposent une alternative. Maintenant, il faut comprendre la guerre qui oppose les Occidentaux, donc pas la France à la Russie, mais le bloc américano-occidental dominé par les États-Unis, à la Russie et à l'Iran. La Chine, elle continua à mener une guerre classique. Les Occidentaux, il faut une guerre classique. C'est la guerre du général prussien Clausewitz qui a défini les conditions de la guerre moderne à la suite, au début du 19e siècle, à la suite des guerres napoléoniennes. Quelles sont les caractéristiques de cette guerre de Clausewitz? C'est une guerre classique qui oppose des États et des armées étatiques. C'est une guerre où la guerre est la continuation de la politique et c'est une guerre qui développe un processus de montée de la violence, de la politique, puis la guerre classique, puis cette guerre qui se radicalise. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, elle commence avec les bombardements britanniques et allemands sur des villes civiles, sur des populations civiles. Elle se termine par les frappes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. La Russie, elle invente la guerre hybride à partir de l'Ukraine en mars 2014. Et avant elle, la guerre hybride, elle est inventée en 2006 au Liban par l'Iran contre Israël. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? Elle rompt tout à fait avec la guerre de Clausewitz. On dit que c'est une guerre post-Clausewitz. C'est une guerre multidimensionnelle dans laquelle la politique est une des dimensions de la guerre. Deuxièmement, c'est une guerre qui est en deçà de la guerre, c'est-à-dire qu'elle n'oppose pas les États et les armées étatiques, mais elle oppose une multitude d'acteurs non étatiques et d'acteurs étatiques. Par exemple, il y a un acteur non étatique de la guerre hybride russe, ce sont les forces spéciales des services secrets militaires de la Fédération de Russie, le GRU, mais c'est aussi les firmes non étatiques de sécurité russes. Il y a 11 firmes de sécurité. C'est la réponse de la Russie, d'ailleurs, à la privatisation occidentale de la guerre, aux Blackwaters, etc. Enfin, les Iraniens, de la même façon, il y a une guerre étatique. Elle oppose l'armée étatique de l'Iran, qu'on appelle les gardiens de la révolution, qui ont une fonction internationale, c'est la force Al-Quds. La force Al-Quds, ce sont les services de renseignement de l'Iran, mais à côté de ça, il y a une série d'acteurs non étatiques qui mènent la guerre hybride. Ce sont les milices non étatiques, je le répète, du type Hezbollah, qui existent au Liban, en Irak, au Yémen,
en Syrie ou au Bahreïn. La guerre donc hybride russe et iranienne, elle fait paniquer l'OTAN parce que l'OTAN qui mène une guerre classique, elle ne sait pas y répondre. Les Russes et les Iraniens ont continuellement un coup d'avance. Ils mènent une espèce de guerre d'échecs hybride asymétrique. C'est la raison pour laquelle les Français, mais aussi les Britanniques, mais aussi les Américains, mais aussi les armées de l'OTAN sont paniqués par la guerre hybride. Je prépare un livre justement sur la guerre hybride qui me concerne au premier plan puisque je suis dénoncé par l'OTAN comme un des acteurs non étatiques de cette guerre hybride pour le service de l'Iran et de la Russie. Eh bien, j'ai dépouillé tout ce qu'a écrit l'OTAN là-dessus. Il y a des centaines d'études, de rapports des think tanks, de rapports du Pentagone, etc. Il y a une obsession de la guerre hybride russe et iranienne par l'OTAN, les États-Unis et la France. C'est parce que l'OTAN est en train de perdre cette guerre hybride, comme on le voit en Centrafrique et au Mali. Depuis le Proche-Orient et depuis l'Ukraine, la guerre hybride, elle s'est déplacée en Afrique avec pour épicentre justement la Centrafrique et le Mali. Ça vous explique toute cette panique, toute cette hystérie française, toute cette grossièreté de Macron qui insulte Touadéra, qui insulte le gouvernement malien. C'est une hystérie qui rompt avec les usages de la diplomatie occidentale. Merci une fois de plus à vous, Luc Michel, pour ces précisions. Pour la transition, ensuite on revient pour la seconde partie. Ce sera donc un seul tour de table pour parler de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là-bas, les membres ne parviennent pas à s'accorder pour une déclaration commune contre, du moins en ce qui concerne la Corée du Nord. On sait également que la Russie et la Chine se sont opposés à cette déclaration commune, appelant à appliquer pleinement les sanctions contre le pays de Pyongyang, qui a d'ailleurs réagi ce dimanche. Le dirigeant nord-coréen accuse donc les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de jouer avec une bombe à retardement. Je refais donc le tour avec vous. Je commence par vous, Luc Michel. Alors, qu'est-ce qu'on reproche exactement à Pyongyang? Écoutez, le dossier nord-coréen, on dirait que c'est le bouton de fièvre de la crise entre le bloc américano-occidental et le bloc de l'Est. Il faut tout d'abord comprendre ce que sont les Nations Unies et son Conseil de sécurité. C'est une création américaine en 1945. La Russie y participe un peu contrainte et forcée, et jusqu'en 2010-2011, avec l'agression contre la Libye, les Nations Unies et le Conseil de sécurité, c'est la chose des Occidentaux qui s'en servent pour développer la politique d'agression. À la suite de la Libye, c'est l'époque où Medvedev est président et commet une erreur géopolitique que Poutine lui-même dénoncera. Les Russes comprennent qu'ils se sont fait rouler lors de l'agression occidentale contre Kadhafi, et ils décident de ne plus suivre, de ne plus jouer le jeu. À partir de 2013-2015, la Russie, avec l'aide de la Chine qui la suit géopolitiquement, elle neutralise le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, le veto de la Russie et de la Chine, il neutralise le veto occidental, et le veto occidental, il neutralise le veto russe et le veto chinois. Donc le Conseil de sécurité, ce n'est plus une arène qui est dominée par les Occidentaux, c'est une arène où s'affrontent les deux camps. Deuxièmement, il faut constater que le point de vue occidental sur la Corée du Nord et le point de vue du bloc de l'Est, ce n'est pas le même. La Corée du Nord, elle n'appartient pas au bloc de l'Est, mais le dossier concerne directement Moscou et Pékin. Tout d'abord, la Corée du Nord, elle est à 300 km des frontières russes, à portée de missiles et de bombes atomiques, justement, de la principale ville russe sur le Pacifique, qui est Vladivostok. Vladivostok, ça veut dire la perle de l'Orient. C'est une ville stratégique géopolitiquement. C'est la porte d'entrée de la Russie sur l'océan Pacifique et sur l'Asie. Donc, il n'est pas question pour les Russes d'accepter les projets américains, notamment de frappes nucléaires tactiques sur la Corée du Nord.
ce que la Corée du Nord a répondu en faisant de la bombe atomique nord-coréenne, c'est dans la constitution de la Corée du Nord, un élément de sa défense nationale. Il faut rajouter que dans les attendus de la constitution nord-coréenne, on évoque le désarmement et la destruction de la Jamaria libyenne. Les Chinois non plus. Les Chinois, c'est le principal partenaire géopolitique et économique de la Corée du Nord. Elle partage une frontière avec celle-ci. Elle a des échanges économiques. Donc il n'est pas question pour les Chinois non plus d'accepter les projets américains. Enfin, dernière chose, il n'est pas question pour la Chine et pour la Russie d'accepter la militarisation de la Corée du Sud qui est développée par les Américains et notamment la présence des armes nucléaires tactiques américaines sur le sol sud-coréen. Voilà tout ce qu'il faut comprendre, évidemment. Et quand je parle de bouton de fièvre, c'est parce que le dossier nord-coréen, il s'inscrit, nous allons en parler dans mon sujet personnel, il s'inscrit dans la confrontation du bloc de l'Est et du bloc américain-occidental en mer de Chine et en Asie. Merci une fois de plus à vous. Et effectivement, on rappelle que jeudi, la Corée du Nord a donc annoncé avoir testé avec succès un missile anti-aérien récemment développé. Gamal Abina, est-ce que ce n'est pas un message qu'a voulu faire passer le dirigeant nord-coréen? Tout à fait. Alors d'abord, il faut rappeler deux choses. La première, Luc Michel fait bien de dire des mots, mais il faut vraiment expliquer ce que veut dire bombe nucléaire tactique. Ce sont des mini-bombes atomiques destinées à détruire de façon radicale un adversaire dans une zone géographique très délimitée. Donc ça veut dire être capable de polluer la planète à petite échelle. Donc ces bombes nucléaires tactiques sont un moyen de pression des États-Unis. Ils ont essayé d'en utiliser en Irak, on le sait déjà, pour faire pression sur leurs adversaires, leurs ennemis. Alors la Corée du Nord, c'est pas n'importe quoi. C'est une guerre en 53 des États-Unis, une guerre perdue par les États-Unis, qui laissera sur le papier entre 3 et 4 millions de personnes qui ont été tuées à la suite des crimes américains qui soutenaient soi-disant la Corée du Sud. La Corée du Nord, c'est 1 million de Chinois qui ont été tués à l'époque où la Chine n'était pas encore très forte, tués non pas par des armes conventionnelles, mais par des armes parfaitement prohibées. Ils ont été gazés avec tout un tas, enfin gazés, ils ont été tués par des armes bactériologiques. Voilà comment l'Amérique, lorsqu'elle fait la guerre à la Corée du Nord, massacre massivement la population et tue 1 million de Chinois. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi est-ce que les Chinois sont à ce point soutien de la Corée du Nord. C'est parce qu'ils ont un passé commun et qu'ils se souviennent du niveau de barbarie que les Américains peuvent exercer lorsqu'ils se déploient dans la région. Donc oui, les Nord-Coréens font bien et le font de façon très bruyante la manifestation de leur puissance militaire retrouvée. Oui, ils ont essayé des bombes atomiques dont les Américains au départ pensaient que c'était du bluff. Et oui, les Nord-Coréens développent des missiles moyenne, courte et longue portée pour expliquer à leurs ennemis héréditaires que sont les États-Unis et le bloc occidental qu'ils ne seront pas à nouveau envahis comme ce fut le cas dans les années 50. Donc, ce qui explique pourquoi les Coréens s'arment comme ça, c'est qu'il y a eu effectivement, le territoire a été littéralement rasé et que les 3 dirigeants coréens, père et fils, qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, sont traumatisés par cette guerre. Alors évidemment, le dernier n'a pas connu cette guerre, mais on s'en rappelle comme d'une guerre extrêmement glorieuse pour eux et en même temps atroce. Et ils savent très bien que l'Amérique est toujours aux aguets pour éventuellement les faire tomber. Ce qui est très intéressant, c'est de se souvenir que Trump s'était rapproché des Nord-Coréens, a fait une visite dont on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, tout le monde a oublié cela. Et surtout, on se rend compte, on se demande pourquoi il y a une telle obsession de la part des États-Unis contre la Corée du Nord. Alors, on parle d'idéologie parce que ce serait le dernier régime stalinien, c'est comme ça qu'on le nomme, mais je pense que surtout les États-Unis n'ont toujours pas encaissé la défaite cuisante qu'ils ont subie en 53. Donc les Coréens le savent et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils montrent toujours de plus en plus leurs bras pour expliquer ne nous attaquez pas. Alors il se trouve qu'en plus les États-Unis font tout pour empêcher que les deux Corées se rapprochent. La zone de démarcation reste toujours une zone démilitarisée interdite de passage et donc les Coréens du Nord, connaissant leur adversaire, prennent des dispositions pour se protéger. Merci aussi à vous, Gamal Abina. Alors, Michael Garmondi, les 5 pays membres du Conseil de sécurité n'ont pas réussi à s'accorder justement sur ce projet, un projet de déclaration, parce qu'on le sait, la Russie et la Chine ont indiqué qu'il n'était pas pertinent à ce stade. C'est vrai qu'il y a ce différend entre la Corée du Nord et les États-Unis, mais sincèrement, est-ce qu'il n'est pas important de garder un œil sur le dirigeant nord-coréen? Merci pour la question. Je vais juste
je rejoins entièrement ce qui a été dit par Monsieur Gabina, par Monsieur Abina. Ce que je voudrais dire aussi, ça aussi il faut pas l'oublier, c'est qu'au-delà de cette gifle historique des États-Unis qu'ils ont subi en Corée du Nord et qui reste dans leur mémoire, il faut aussi pas oublier qu'aujourd'hui, justement, cette capacité de riposte nucléaire que possède la Corée du Nord, c'est aussi comme un os dans la gorge de Washington, parce qu'ils savent parfaitement que si jamais ils dépassent la ligne rouge, je veux dire les Américains, les conséquences seront terribles pour non seulement pour entre guillemets leurs alliés, mais aussi pour toute leur base et pour toute leur présence qui est très massive dans cette zone. On parle de plusieurs dizaines de milliers de militaires américains qui vont se faire tuer en l'espace de quelques minutes. Vous comprenez de quoi il s'agit. Donc évidemment, il y a aussi cette compréhension stratégique qui est comme un véritable os de la gorge pour ceux qui se sont tellement longtemps habitués à intervenir là où ils veulent, quand ils veulent, sans rendre compte à personne. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, concernant votre question proprement dit dans le cas du Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi on devrait porter, selon moi, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir plus un œil sur le dirigeant nord-coréen et beaucoup moins sur les autres? Parce que la position russe et chinoise, dans le cadre du Conseil de sécurité, elle est très claire. C'est-à-dire que, oui, on peut demander à la Corée du Nord de pratiquer moins d'essais nucléaires, parce qu'effectivement, bon, c'est toujours pas quelque chose qui est salué, d'autant plus qu'effectivement, les frontières russes et chinoises se trouvent juste à côté, donc c'est pas forcément quelque chose que la Russie et la Chine apprécient. Mais faut arrêter de provoquer la Corée du Nord. C'est ça aussi une question que la diplomatie russe et chinoise a longtemps rappelé, c'est-à-dire il faut peut-être que du côté américain et sud-coréen, mais surtout américain, parce qu'on sait très bien que c'est les Américains qui poussent leurs alliés régionaux à participer à ces provocations, notamment le Japon et la Corée du Sud, vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc il faut stopper les provocations. Et donc si les Occidentaux condamnent les essais, les lancements des missiles et les essais nucléaires de la Corée du Nord, il faudrait déjà commencer, et c'est ce qui a été d'ailleurs très souvent demandé par la Corée du Nord, arrêtez de nous provoquer et on pourra vivre en paix. Et d'ailleurs, la main tendue que la Corée du Nord a souvent, au cours des dernières années, donnée à la Corée du Sud, c'était très révélateur. C'est-à-dire que malgré cette division historique, malgré des formes de pouvoir très différentes, ça reste le même peuple, ça reste le peuple coréen. Et je pense que c'était un message très fort de la part de la Corée du Nord pour dire, oui, nous avons des systèmes différents, mais nous pouvons nous parler parce que nous sommes le même peuple, nous parlons la même langue, nous avons la même culture, nous avons sur beaucoup de siècles la même histoire. Et donc nous devons discuter ensemble sans interférence extérieure. C'est ce que les Américains ne souhaitent évidemment pas pour le peuple coréen dans son ensemble, et c'est pourquoi à chaque fois ils créent de nouvelles sources de provocation vis-à-vis de la Corée du Nord. La Corée du Nord riposte, elle répond par des exercices militaires à grande ou moyenne échelle, et elle répond aussi par des menaces verbales. Mais c'est normal pour un pays souverain. Et je pense qu'effectivement, encore une fois, ce qui fait très mal aujourd'hui aux Occidentaux, c'est malgré, alors qu'ils ont longtemps pensé qu'ils pourraient écraser la Corée du Nord du jour au lendemain si cela serait nécessaire, aujourd'hui ils comprennent parfaitement que cela c'est totalement impossible. Le parapluie nucléaire que possède la Corée du Nord, sans oublier la proximité avec deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec laquelle la Corée du Nord a des relations effectivement historiques, la Chine et la Russie. Donc évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui empêche les Occidentaux justement de la créer, cette ligne rouge. Et donc je pense que pour répondre encore une fois à votre question, ce n'est pas à la Corée du Nord, ce n'est pas le dirigeant nord-coréen qu'on doit tellement surveiller, mais je pense qu'on doit surtout surveiller les agissements des Américains dans cette région qui sont agressifs, provocateurs, comme à tellement d'autres endroits du monde. Avec vous sur cette question. Justement, beaucoup pensent que le dirigeant nord-coréen cherche tout simplement à exister. Est-ce que la Corée du Nord a besoin justement de ces essais ou alors de ces tests pour exister? Que représente la Corée dans le concert des nations, Fabrice Béor? Ça a été dit auparavant, à savoir que la réaction coréenne, nord-coréenne, de la République populaire démocratique de Corée, a toujours été dans une position d'autodéfense. Cette guerre, effectivement, de 53, des années 50, a été plus que marquante. C'est un peu comme la Grande Guerre patriotique pour l'URSS. C'est un élément marquant et qui est indépassable dans la mémoire nord-coréenne, et même sud-coréenne d'ailleurs. Et depuis toujours, ils ont bien compris que puisqu'il n'y a pas d'accord de paix, faut-il le rappeler, avec une présence américaine toujours dans la Corée du Sud, qu'il fallait donc se faire respecter par les armes. Et ce qui a accéléré le processus, c'est la destruction de la Jamaïria arabe libyenne,
qui avait commencé un programme nucléaire et qu'il avait stoppé en faisant des accords avec les Occidentaux. On voit bien le résultat lorsqu'un pays se désarme, il est attaqué, détruit, les dirigeants assassinés. Et donc ça produit ce développement de l'armement, des missiles et de l'arme nucléaire nord-coréenne qui l'a fait rentrer dans le club non officiel, mais comme l'a indiqué Poutine, on le sait depuis très longtemps qu'ils ont l'arme nucléaire. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est aujourd'hui un fait, il faut le prendre en compte. Et les États-Unis, à l'heure d'aujourd'hui, pourraient, s'ils étaient sincères, évidemment c'est très ironique ce que je dis et très naïf, une fausse naïveté, ils retireraient, ils feraient un accord de paix avec la Corée du Nord déjà pour commencer, et ils retireraient leurs soldats de la Corée du Sud, puisque l'armée de Corée du Sud est assez forte pour se défendre elle-même, si tant est qu'il puisse y avoir une guerre entre les deux Corées. Donc leur présence militaire n'est pas justifiée par la puissance militaire nord-coréenne. Non, ils réactivent cet élément parce que dans leur obsession chinoise du moment, je dirais du moment, qui est dans le timing, la chronologie géopolitique d'aujourd'hui, fait qu'ils ont besoin d'un prétexte pour appuyer leur présence militaire sur place et surtout la réarmement du Japon, puisque ça on en parle très peu, mais c'est un élément aujourd'hui qui est présent et qui va se développer. Et donc les États-Unis, évidemment, jouent d'une manière hypocrite en continuant à provoquer la Corée du Nord, qui aujourd'hui, grâce à ses armements nucléaires, effectivement, est à l'abri d'une guerre américaine. Mais ça n'empêche que cette volonté américaine on va dire, de s'opposer à la Corée du Nord, aujourd'hui n'est pas dans le fait qu'il y aurait un affrontement idéologique, si tant est qu'il puisse y en avoir en géopolitique, mais c'est une autre question. Mais surtout, c'est aujourd'hui son fameux prétexte pour être présent toujours en Corée du Sud et donc garder un peu la bribe à la classe politique sud-coréenne qui par moment est tentée justement de faire la paix avec son frère du Nord, mais qui est vite rappelé à la nature des relations entre Washington et Séoul. Et je le répète, ce qui est très important, c'est son opposition à la Chine et les armes qui sont déployées américaines ou qui seront déployées en Corée du Sud ou qu'ils veulent déployer en Corée du Sud visent et bien évidemment la Chine et non pas la Corée. Et la Russie ne peut pas être d'accord puisque, comme il a été rappelé, Vladivostok, c'est quand même le port de la flotte du Pacifique russe. Et aujourd'hui, nous sommes bien dans un point supplémentaire de cette confrontation entre ce bloc occidental avec comme leader les États-Unis et ce bloc de l'Est. Pour la région, nous avons évidemment la Russie et la Chine. La Corée du Nord, indépendante, s'entendant très bien avec la Chine, est un des éléments aujourd'hui où, si la Corée du Nord n'est pas un allié stratégique de la Russie, l'est aujourd'hui tout de même pour la Chine, mais dans tous les cas, les fauteurs de troubles, comme toujours, sont l'élément extérieur de la région et les éléments on va dire internes, indigènes de la région, c'est bien la Chine, c'est bien la Corée, c'est bien la Russie, mais l'élément extérieur, comme toujours, comme en Europe, comme au Proche-Orient, ce sont bien les États-Unis et comme en Afrique d'ailleurs, ce qui prouve que aujourd'hui le vrai anti-impérialisme, c'est l'anti-américanisme. Merci à vous, Fabrice Beyor. On prend la transition pour la dernière partie de cette émission. Eh bien, c'est l'actualité géopolitique. On va commencer par vous, Luc Michel. Taïwan qui accuse donc la Chine de faire monter